Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce rendez-vous exceptionnel avec la présence de Philippe Bouvard. Installez-vous bien confortablement et je l'espère passer un agréable moment en notre compagnie. Mon cher Philippe, bonjour et merci beaucoup de m'accorder de votre temps si précieux afin que moi, qui ne suis qu'un simple admirateur, puisse s'entretenir avec vous, le grand journaliste que nous connaissons toutes et tous. Comment allez-vous? Bon, je vais aussi bien qu'on peut aller à 93 ans, sachant que de toute façon, le plus gros est fait. Est-ce que votre été s'est bien passé malgré cette forte vague de chaleur que la France a connue? Ben oui, j'ai eu chaud comme tout le monde, mais vous savez, ce que les vieillards comme moi redoutent davantage que la grosse chaleur, c'est le grand refroidissement. En parlant de sujets chauds, l'an dernier, vous nous avez fait l'honneur de publier un nouveau livre intitulé On s'en souviendra, le port du masque n'empêche pas de marcher sur la tête, aux éditions de l'Archipel. Au cours des quelques 206 pages qui le composent, vous avez donné votre avis sur la crise sanitaire que nous traversons depuis 2020. Vous y abordiez notamment la gestion gouvernementale. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la gestion de ce nouveau gouvernement en ce qui concerne les crises environnementales et économiques? Ben, le gouvernement fait ce qu'il peut et je dois dire que dans les domaines qui intéressent la survie de la planète, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, ses pouvoirs sont plus limités que lorsqu'il s'agit de redéfinir la vitesse limite sur les routes départementales. Il est de renommée publique que vous avez eu un lien particulier avec l'ancien président de la République, Frédéric Mitterrand, suite à votre passion commune pour l'auteur Jules Renard. En près de 70 ans de carrière, vous en avez connu des personnalités politiques. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Ah bah d'abord, Frédéric Mitterrand n'a pas été président de la République et je l'ai mieux connu que son oncle. Mais j'ai approché aussi son oncle, ce qui n'est pas le cas du souverain actuel. Oh, bah écoutez, ils sont pas mal, les présidents de la République, hein. Ils savent tout faire ou ils savent s'entourer de gens qui savent tout faire à leur place. Bah écoutez, c'est pour ça qu'on les a élus. Maintenant, comme je suis profondément athée, je n'attends pas plus de miracles de leur part que d'un ciel qui d'ailleurs est de moins en moins clément. En fin d'année, vous allez célébrer vos 93 ans et vous êtes toujours en activité. Un record de longévité qui nous émerveille et qui est unique dans votre profession. Dans le domaine musical, c'est Hugo Frey qui est votre conscrit et qui a célébré ses 93 ans le 18 août dernier. Vous l'avez souvent invité dans vos émissions, que ce soit à la télévision ou à la radio. Que pouvez-vous nous dire de votre relation professionnelle avec ce grand chanteur? Oh bah, écoutez, ça a été, oui, une relation professionnelle, mais aussi parfois un ami, parce que j'appréciais non seulement ses chansons, et c'est un genre qui tend aujourd'hui à disparaître complètement, puisque les mélodies n'existent pas plus que les paroles, et rien de tout ça n'est mémorisable. Mais j'appréciais aussi l'homme qui était d'une simplicité assez rare dans le showbiz. Hugues et a toujours été un personnage à part, qui vivait simplement, très près de la nature, selon ses idées, et qui n'avait pas, la plupart du temps, les travers qu'on peut reprocher aux gens qui exercent sa profession. Et alors je me réjouis sincèrement qu'ils vivent les prolongations, naturellement s'ils le souhaitent. Parce que, attention à la longévité,
Il y en a qui font partie des désirs les plus profonds, les plus sincères des gens qui atteignent le grand âge, mais il y en a d'autres qui sont insupportables parce qu'ils prolongent une vie qui n'a plus aucun intérêt. Dans ce nouveau livre, vous allez donc évoquer plusieurs de vos relations professionnelles, dont certaines sont devenues plus amicales au fil des années, comme ce fut le cas avec Jean Dutour ou encore Jean d'Ormesson. Jean Dutour, vous savez, c'est un romancier considérable. Et c'est pas un genre facile que le roman, je peux vous le dire, puisque sur 69 volumes publiés jusqu'à présent, il y en a juste une huitaine qui relève de ce genre littéraire. D'ailleurs, Jean Dutour a été élu à l'Académie française et est resté pendant toute sa vie un arbitre des lettres françaises. Et nous étions très, très proches. Nous nous voyions souvent, on se téléphonait tous les jours, et puis il a bien voulu participer aux grosses têtes, parfois plusieurs fois par semaine. Alors je dois dire, et je l'indique dans le bouquin, que alors qu'il était candidat à l'Académie française, de méchants esprits lui ont reproché précisément sa collaboration aux grosses têtes. Quel est le moment de votre carrière de journaliste de presse écrite qui vous a le plus marqué? Eh bien, tous les moments m'ont marqué, parce que tous les moments sont différents et sont liés à une forme différente de journalisme. D'abord, il y a le stagiaire. Bon, ensuite, il y a le premier article publié. Ensuite, il y a la première signature qui apparaît à la première page d'un grand journal comme le Figaro, où je suis entré précédemment comme garçon de course, mais ça s'est assez arrangé. Ensuite, je suis devenu rédacteur, je suis devenu reporter, je suis devenu grand reporter, je suis devenu chef de service, je suis devenu, et ça a été mon titre au départ du journal, après les 23 ans de bons et loyaux services, je suis devenu directeur général adjoint. Et puis alors, plus tard, sous d'autres titres, j'ai été un grand rédacteur d'Écho lorsque j'ai pris la suite de la célèbre commère Carmen Tessier à François. Et puis, quand je suis devenu toujours à François le directeur général du journal et le directeur de la rédaction. Et puis même quand moi-même j'ai fondé des journaux, dont un avec Gérard de Villiers, qui n'a pas marché du tout, alors qu'il s'intitulait Réussite. Mais à l'époque, la réussite n'avait pas bonne presse. Et dans les années qui suivirent, tandis que je payais les dettes que m'avait valu cette initiative, je voyais apparaître, c'était une mince consolation, des rubriques intitulées Réussite dans presque tous les médias. Quel est le conseil que vous donneriez à une jeune personne qui souhaite devenir journaliste? Je lui donnerais le conseil de ne pas écouter tout ce qu'on lui dit, et notamment de ne pas faire des diplômes la chose la plus importante pour exercer ensuite ce métier si particulier. Ce qu'il faut d'abord, c'est la vocation, et ensuite c'est du courage. Les diplômes, pour moi, qui n'en ai aucun, c'est superflu. Dans Le Petit Monde de Don Bouvardeau, vous évoquez votre carrière de journaliste, mais tout au long de ces 70 ans, vous avez eu plusieurs cordes à votre arc. Les Français vous connaissent notamment pour votre présence au petit écran et dans les transistors. C'est d'ailleurs à la radio que vous avez fait vos premières armes. Rappelons que vous êtes entré à RTL en 1966 en tant qu'intervieweur pour une chronique mondaine intitulée « Défendez-vous ». Puis l'année suivante, vous avez créé et présenté le plus grand musical de France, RTL Non-Stop, où se sont succédés pendant 7 saisons les plus grandes vedettes de l'époque. Vous savez, ma carrière à la radio a été aussi diversifiée.
que celles sur les petits écrans et dans la presse écrite, hein, puisque j'ai tout fait. Mais enfin, c'était un grand et nouveau plaisir que de pouvoir m'exprimer sans préalablement écrire. Quoique, bon, parfois il arrivait qu'il faille prendre des notes. Bon, c'est une façon de s'exprimer différente. Et je veux dire que si on veut être journaliste complètement, et avoir au cours d'une longue carrière ressenti toutes les émotions, toutes les angoisses que peut apporter cette profession si particulière, il faut avoir tâté des trois moyens d'expression. Par écrit, bon, il n'y a pas un véritable contact avec le lecteur, mais c'est plus soigné, plus réfléchi. Et on ne voit pas votre visage, sauf que lorsqu'il est en exergue de l'article, vous ne bougez pas. Enfin, c'est quelque chose d'un peu statique, d'un peu lointain. À la radio, on se rapproche déjà. La voix humanise le journaliste. Et puis, elle permet des incidentes, des corrections, des rétractations. Enfin, c'est un instrument d'une grande souplesse. Quant à la télé, ben, c'est la radio plus l'image. Et ça, l'image, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur. Croyez-en quelqu'un qui n'a jamais été très fier de son physique. Aujourd'hui, vous êtes toujours présent à l'antenne de RTL, où l'on vous a confié une chronique dominicale vous permettant de revenir sur les événements de la semaine. Une sorte de retour aux sources, dirons-nous. Mais les auditeurs vous connaissent principalement pour votre émission Les Grosses Têtes, qui a vu le jour sous la direction de Jean Farand et qui n'était pas destinée à rencontrer le succès qu'on lui connaît. Lors d'une émission dans les années 80, Jean-Yann, dont nous célébrerons les 20 ans de sa disparition le printemps prochain, a évoqué le pilote de l'émission. Ce jour-là, il n'y avait que lui, Jacques Martin et Jean Lefebvre autour de la table, mais personne dans le studio, juste un technicien dans la régie. Pouvez-vous nous raconter comment se sont passées les premières semaines d'enregistrement et l'ambiance qui régnait dans les coulisses ? Oh ben, je peux vous dire que plus que les premières semaines, c'est le premier jour que je n'oublierai jamais. On était si peu sûr de la formule et de l'intérêt qu'elle pouvait provoquer dans le public très traditionnaliste de RTL que Jean Farand, qui dirigeait la station à l'époque, m'avait dit « On va programmer la première le 1er avril et si on voit qu'on s'est trompé, on dira que c'était un poisson ». Et puis ça s'est arrangé. Mais c'est vrai que l'émission telle qu'elle était enregistrée au départ, c'est-à-dire dans un petit studio sans public, était privée de sa résonance principale, qui est l'ambiance. La radio, on l'oublie trop, la radio est une marchande d'ambiance. Or, évidemment, quand on est seul avec seulement un technicien de l'autre côté de la paroi vitrée du studio, on ne vend pas beaucoup d'ambiance. Le mois de janvier prochain marquera les 15 ans de la disparition de Carlos, sociétaire emblématique de votre émission et un conteur hors pair. Comment l'avez-vous rencontré et comment avez-vous été amené à lui proposer d'y participer ? Oh, ben Carlos, on le rencontrait dans tous les lieux où on s'amusait, où on bambochait. C'était un joyeux compagnon. Et j'ai pensé que cette joie de vivre qu'il témoignait quotidiennement en privé, il pouvait l'extérioriser selon le même rythme, mais à titre professionnel. Et ça a bien marché parce que c'était un garçon d'une certaine culture, une culture populaire. C'était un garçon qui connaissait beaucoup de choses, qui avait approché beaucoup de gens et qui avait une joie de vivre communicative. Et j'ai beaucoup regretté qu'il nous quitte un jour très prématurément. Quand vous vous souvenez de vos années radio, est-ce que vous vous dites « Tiens, ça j'aurais peut-être dû le faire autrement » ou bien est-ce que vous avez emprunté le chemin que vous aviez imaginé au début de votre carrière ?
Non, je n'avais rien imaginé du tout, sinon que j'allais faire quelques articles ici et là, et pour commencer, ce qui était pas mal dans le Figaro. Non, la radio, je n'y pensais pas encore, la télé, elle était balbutiante et restait presque à inventer. Je n'ai pas eu de plan de carrière, si c'est ça que vous voulez me demander. Je me suis laissé aller au gré des opportunités et de la sympathie que je pouvais inspirer. Parce que ne vous y trompez pas, si j'ai eu quelques facilités, pour ne pas dire de talent, parce que le mot est trop fort pour une petite chose, c'est aussi parce que la société de l'époque était beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus aimable, qu'on encourageait systématiquement les jeunes, et que pour peu que on soit pas trop antipathique, tout le monde se mettait à cœur de vous mettre le pied à l'étrier. Alors, c'est arrivé, bon, le quotidien, petit quotidien, puis j'ai pris du poids, puis j'ai eu des responsabilités, puis ma signature est devenue plus grosse et ma photo a accompagné mes artistes, qui était quand même le début d'une collaboration dans l'audiovisuel, mais elle ne disait pas encore son nom. Et puis ensuite, bon, mes articles ont donné envie à des gens de radio de m'attirer dans leur sphère, et puis mes émissions de radio ont donné envie à des gens de télévision de me mettre devant une caméra, mais tout ça était complètement improvisé et le fruit d'un hasard, mais je dois dire d'un hasard plutôt heureux. Pouvez-vous nous dire quelle est l'émission de radio dont vous êtes le plus fier? Oh, je suis fier des grosses têtes. Je suis fier des grosses têtes parce que c'est devenu une institution. Parce qu'il est très rare que le même homme puisse animer pendant 37 ans, sans s'arrêter un seul jour, une émission. Parce que c'est une émission à facettes et à vocation multiples. Elle était à la fois culturelle, comique, humaine, fraternelle. Je crois que son succès vient qu'elle a répondu de façon dispersée aux vœux de beaucoup de Français. D'ailleurs, on a eu des millions d'auditeurs qui étaient tous très différents et qui nous écoutaient pour des motifs qui étaient rarement identiques. C'est en 1971 que les Français vous voient arriver sur le petit écran afin d'y présenter une version télévisée de votre émission RTL Non-Stop. Diffusée sur la première chaîne de l'RTF et intitulée Samedi soir, elle se veut être une émission de débat et d'actualité culturelle où des personnalités de tout horizon médiatique et artistique viennent prendre place sur les banquettes du restaurant Maxime. Vous avez d'ailleurs récidivé plusieurs années plus tard, en 1990, avec l'adaptation télévisée des Grosses Têtes, diffusée sur Antenne 2 sous le nom des Drôles de Têtes. Est-ce que la transition de vos émissions entre la radio et la télévision a été quelque chose de compliqué à mettre en place, et comment avez-vous procédé ? Oh, oui, ça n'a pas été simple, hein. D'abord parce que bon, une émission de radio est conçue au départ sans images, hein, ce qui est bon, c'est évident. Et que quand il faut donner des images, on fait appel à des ressorts différents. Alors, je prends le cas des grosses têtes que vous citez, et qui est peut-être un des plus importants. Quand l'émission a été portée sur le petit écran, elle avait déjà un succès énorme à la radio, mais avec des qualités qui n'étaient pas toutes transposables de façon uniquement sonore. C'est-à-dire qu'on faisait appel à la culture principalement, et qu'à la télé, il fallait être plus divertissant. Donc, pendant les 5 ans qu'a duré la version télévisuelle
des grosses têtes, nous avons été contraints, mais c'était une contrainte au départ agréable avant d'être angoissante sur la fin, d'écrire pour chaque émission une quinzaine de sketchs ou de chansons. C'est-à-dire que c'était beaucoup moins improvisé, c'était davantage du spectacle et c'était, je dois l'avouer, un peu moins de la culture. Mais enfin, la formule a quand même eu pour effet de réunir 13,5 millions de téléspectateurs par soirée. On peut dire que vos carrières à la radio et à la télévision se ressemblent. Au milieu des années 80, vous avez successivement proposé le Petit Théâtre de Bouvard et le Nouveau Petit Théâtre de Bouvard. 2 émissions où vous vous étiez donné pour mission de dénicher les futurs talents qui feraient pleurer de rire les Français. Pouvez-vous nous raconter quelques-uns des moments qui vous ont le plus marqué ? 15 jours, 3 semaines, si elles ont du talent, c'est-à-dire si je sais les choisir, pour qu'elles deviennent des têtes familières du petit écran. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Penser que Régis Laspalès n'était pas à l'antenne depuis 15 jours, qu'on l'imitait déjà. Enfin, ce qui me reste quand même, c'est le souvenir d'une fabuleuse aventure, à la fois artistique, professionnelle et humaine. Et notamment la découverte d'un petit bout de chou qui se nommait Mimi Mati, qui s'appelle toujours Mimi Mati et qui, au fil des années, est devenue la vedette préférée des Français. Alors, le premier jour où je l'ai mis à l'antenne, elle a fait un sketch comme elle savait les faire, c'est-à-dire qui utilisait de façon drôlatique sa petitesse et certaines faiblesses. Et le lendemain matin, j'ai eu un coup de fil furieux du personnage qui à l'époque dirigeait la chaîne, on a oublié son nom, alors que celui de Mimi Mati est devenu célèbre, et qui m'avait dit j'ai vu hier votre nouvelle recrue, je vous demande de ne pas récidiver, il ne faut pas prendre notre chaîne pour la foire du trône. Bon, j'ai passé outre. J'ai programmé presque tous les jours, tous les soirs, Mimi Mati avec un grand succès. Avec elle sont venus d'autres comédiennes et comédiens de grand talent et dont le nom s'est étalé plus tard au fronton des établissements de spectacle. Et ça n'était pas, croyez-moi, un mince plaisir lorsque je voyais réussir de cette façon des gens auxquels j'avais donné leur première chance, mais qui, sans moi, auraient de toute façon fait une belle carrière. Avez-vous des regrets concernant de jeunes humoristes que vous avez recalés à l'époque et qui aujourd'hui ont tout de même percé dans leur domaine ? Oh, oui, alors je suis passé à côté de quelques-uns à qui j'ai donné une chance, mais de façon trop fugitive. Par exemple, Fabrice Lucchini, je crois qu'il est venu qu'une seule fois. Mais bon, son talent était différent de ceux que je recherchais. Et il n'était pas assez dans l'impro et trop dans le théâtre. Il y en a quelques-uns que j'ai ratés comme ça. Je m'en suis voulu sur le moment, et puis comme ils ont réussi de la même façon que les autres, j'ai cessé de culpabiliser. Quelle est l'émission de télévision dont vous êtes le plus fier ? Oh, fier, c'est pas le mot. Enfin, je suis pas mécontent de la formule et plutôt satisfait des résultats. Ça va pas jusqu'à la fierté, hein. Je me prends pas pour autre chose que je suis, c'est-à-dire un petit inventeur dans le monde des médias. Non, peut-être l'huile sur le feu, qui était mon émission la moins chère, puisque, outre votre serviteur et l'équipe technique, il y avait 2 participants qui, eux, venaient gratuitement. Ben, ça consistait sur un thème
de grande actualité, important de la vie quotidienne, a opposé deux personnages d'avis contraires et très qualifiés. Et naturellement, ça expliquait le titre en remettant sans cesse de l'huile sur le feu pour les opposer de façon souvent presque dramatique. Ça a été repris très souvent et je veux dire c'était une formule qui a le mérite, je crois, d'être la plus simple, la moins chère et la plus efficace. Depuis plusieurs mois maintenant, les médias français TF1 et M6 évoquent une fusion prochaine des deux groupes. Un événement qui changerait de manière irréversible le paysage audiovisuel français ainsi que les habitudes des téléspectateurs. Quel œil portez-vous sur cette possible fusion? Oh, la fusion, attendez, c'est pas acquis du tout, hein. Y a eu pour l'instant un veto de la commission de la concurrence parce que ces deux médias qui figurent parmi les plus importants du paysage français draineraient un trop grand capital de publicité. Donc on ne peut pas parler de ça comme d'une réalité, mais d'un projet qui n'est pas prêt de se concrétiser. En 2017, vous aviez annoncé lors de votre présence dans l'émission Salut les Terriens, présentée par Thierry Ardisson, que votre livre de l'époque, Mes dernières pensées sont pour vous, aux éditions Flammarion, serait le dernier. Depuis, vous avez publié 4 nouveaux ouvrages, dont un est encore tout chaud. Est-ce que celui-ci est le dernier, ou allez-vous nous faire l'honneur de publier un 70e bouquin l'an prochain? Ah, bah écoutez, c'est un point sensible, mais délicat et encore incertain. Mais j'ai déjà un 70e livre plus qu'en projet, puisque j'ai commencé à prendre des notes, et il s'intitulera La retraite, enfer ou paradis, point d'interrogation. Et c'est un livre qui sera encore plus vécu que les précédents, puisque je parle de la vie quotidienne d'un retraité qui tantôt se félicite d'avoir un peu de temps de libre, tantôt se désespère de n'être pas assez occupé. Que pouvez-vous nous dire concernant Le Petit Monde de Don Bouvardeau? Oh bah écoutez, ça fait référence, mais c'est assez écoutez, ça fait référence, mais de façon assez générationnelle, à un livre qui a eu un succès mondial, qui était Le Petit Monde de Don Camillo. Et chaque fois, c'est le même propos. C'est un témoin professionnel, comme l'avait été Garecci pour le Camillo et comme je le suis pour Bouvardeau, qui détaille, en faisant appel au tréfonds de sa mémoire, les épisodes qu'il a vécus et les personnages qu'il a fréquentés. Alors, c'est sur plus de 70 ans un grand, une grande fresque des différentes époques que nous avons traversées, qui étaient toutes très différentes, et en même temps d'épisodes personnels dont j'ai la faiblesse de penser que les plus heureux ne pourraient pas se rééditer aujourd'hui. Alors, je parle de tout. Je parle toutes mes collaborations, des gens que j'ai pu rencontrer, qui étaient souvent des génies, des pittoresques, en tout cas des gens très drôles et très attachants. Je parle d'une vie personnelle que j'ai eue et qui a été inattendue pour un garçon sans physique, sans grande intelligence, sans fortune, sans naissance et au départ sans relation. Penser que j'ai eu, pardon de cette prétention strictement matérielle, j'ai eu 4 piscines alors que je ne sais pas nager, j'ai eu 200 voitures, j'ai eu
tout ce que la fortune peut apporter, alors que j'étais né sans un franc vaillant et que je disparaîtrais avec très peu d'euros au compte en banque. Quel est l'ouvrage dont vous êtes le plus fier? Oh, fier, c'est un mot que j'aime pas, mais enfin, celui qui m'a donné le plus de satisfaction, et notamment matérielle, c'est un best-seller paru dans les années 1960. 15, je n'ai plus l'année précise en tête, et qui s'intitulait Un oursin dans le caviar. C'était la première fois, mais ce n'était pas mon premier bouquin, que j'étalais le récit de mes contacts, de mes espoirs, et que je parlais davantage des gens que j'avais approchés en révélant souvent des détails amusants, pittoresques et parfois indiscrets. Alors c'est un livre qui s'est vendu à l'époque à 850 000 exemplaires, ce qui est un tirage considérable qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Si vous deviez résumer votre carrière à l'aide d'une chanson, quel titre choisiriez-vous et pourquoi? Oh, bah, je crois que ce serait une très vieille chanson, mais je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, qui s'intitulait Tout va très bien, Madame la Marquise. Parce que, bon, c'est une chanson gaie, une chanson qui est le contraire du fatalisme attristé qu'on déploie aujourd'hui. C'est une chanson entraînante, c'est une chanson qui m'a beaucoup plu, sur laquelle on dansait. Enfin, c'est le reflet d'une époque très amusante, très agréable à vivre, et contrairement à celle d'aujourd'hui. L'entrevue touchant à sa fin, avez-vous envie d'adresser un petit message aux quelques 15 000 abonnés qui vous suivent sur les différents réseaux sociaux que je vous consacre? Oui, c'est un message très simple, de sympathie. Eh bien, écoutez, d'abord, un grand merci de vous intéresser encore à moi. Et ensuite, je souhaite que mes petites histoires ne vous ennuient pas et qu'au contraire, elles donnent un espoir à ceux qui ont envie d'emprunter le même chemin que moi. Mon cher Philippe, vous connaissez l'admiration que je vous porte et l'importance que vous avez à mes yeux. Vous m'accompagnez dans toutes les étapes de ma vie depuis mon plus jeune âge et aujourd'hui j'ai été honoré et ému de pouvoir m'entretenir avec vous. J'espère que ce moment a été aussi agréable et intéressant pour vous qu'il l'a été pour moi. Je me permets de vous embrasser bien chaleureusement. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.